Juste avant le mariage de mon frère, ma mère m'a coincé. Elle m'a fourré un tablier de domestique bon marché et amidonné dans les mains et m'a murmuré, « Tu n'es pas de la famille, allez. Tu es une travailleuse immigrée. Maintenant, rends-toi utile. » Elle pensait rétrograder une fille désobéissante. Elle ignorait qu'elle s'adressait à un général 2 étoiles et au propriétaire secret du terrain sur lequel elle se trouvait. Son avis d'expulsion était déjà rédigé. Je m'appelle le général de division Alley Whitman. J'ai 37 ans et je rentrais chez moi en voiture. Les roues de mon Ford Explorer chuchotaient sur l'asphalte, me transportant à travers les rues impeccablement entretenues de Milan, en Virginie. C'était l'automne, et les vieux érables formaient une voûte dorée et cramoisie, un magnifique plafond flamboyant au-dessus d'un monde qui avait depuis longtemps cessé de m'appartenir. Chaque virage était familier, mais étranger. Après des années passées dans la poussière de l'Afghanistan et les couloirs stériles du Pentagone, cette opulence suburbaine me semblait étrangère. Puis la maison apparut. Elle se dressait comme toujours, une imposante demeure néocoloniale, ses colonnes blanches scintillant au soleil de l'après-midi, sa pelouse impeccable, un tapis vert émeraude. La palissade blanche, censée être accueillante, me semblait plutôt une barrière, une ligne séparant leur monde du mien. Je me garai, coupai le moteur et pris une grande inspiration. Le silence dans la voiture était un ami réconfortant. Le silence dans lequel j'allais entrer serait une arme. J'ai utilisé ma propre clé pour entrer. L'air était frais et calme, avec une légère odeur de citron et d'argent. Personne ne m'a salué. Mon regard s'est immédiatement posé sur le grand mur du hall d'entrée, là où était accrochée une photo de moi, droite comme un piquet et rayonnante de fierté le jour de ma remise de diplôme à West Point. Elle avait disparu. À sa place, un immense portrait à l'huile de ma mère, Eleanor, et de mon jeune frère, Liam. Ils posaient à un gala de charité, ma mère drapée de soie, mon frère en smoking sur mesure, leur sourire rayonnant d'une réussite naturelle et maîtrisée. J'avais été effacé. Eleanor sortit du salon, un verre de chardonnay couleur or pâle à la main. Elle était accompagnée d'une femme en tailleur pantalon noir strict, l'organisatrice du mariage, supposais-je. Les yeux de ma mère du même bleu que les miens, mais plus froids, me parcoururent de la tête aux pieds. Son regard s'attarda sur mon jean et mon pull simple, une évaluation silencieuse et approfondie qui me trouva incompétente. Puis elle parla, d'une voix suffisamment forte pour que l'organisatrice l'entende, ou une façon désinvolte de la renvoyer. « Allez, ta chambre est à l'étage, à côté du débarras. Tu peux prendre tes serviettes dans le placard à linge. » Elle se détourna sans un mot, reprenant sa conversation sur les compositions florales comme si j'étais un livreur venant de déposer un colis. Je suis resté là un moment dans l'entrée au sol en marbre, tel un fantôme dans la maison où j'ai grandi. Ce soir-là, la représentation continua. La salle résonna d'un murmure puissant, celui du cercle intime de ma mère, l'élite de Washington, les politiciens, les lobbyistes et les magnats du monde des affaires sirotant tout le vin coûteux de ma mère et exerçant leur influence. J'essayais d'engager la conversation pour trouver un terrain d'entente, mais je me sentais comme un anthropologue étudiant une étrange tribu extraterrestre. C'est alors qu'Eleanor s'est approchée de moi. Son sourire figé et éclatant aux larmes d'une politicienne. Elle m'a glissé quelque chose de blanc et de frais dans la main, un tablier. « Allez, ma chérie, dit-elle d'une voix douce et venimeuse, tu ne connais pas la plupart des gens ici, je sais. Et si tu aidais le personnel avec les hors-d'œuvre ? Tu as l'habitude de servir, après tout, n'est-ce pas ? » Les mots restèrent en suspens, une véritable accusation publique. Quelques invités présents émirent un petit rire étouffé et poli. Je jetai un coup d'œil à Liam. Il discutait avec un sénateur et, en entendant les paroles de notre mère, haussa simplement les épaules ou un petit geste dédaigneux avant de reprendre sa conversation sur son dernier projet architectural. Il était complice de son indifférence. Une vague de honte me parcourut le cou et me brûla le visage. À cet instant, je n'étais pas général de division dans l'armée américaine. Les 2 étoiles sur mes épaules, gagnées à la sueur, au sang et au prix de nuits blanches, me semblaient m'avoir été arrachées. Je n'étais qu'un auxiliaire, un accessoire, un inconvénient dans un tablier blanc immaculé. Le montage final arriva quelques minutes plus tard. Une femme au visage aimable, une amie d'Eleanor, membre d'un conseil d'administration d'association caritative, me demanda ce que je faisais dans la vie. Avant que je puisse formuler une réponse, Eleanor surgit et posa une main possessive sur mon bras. « Oh, elle a un poste administratif au gouvernement », annonça ma mère d'un ton enjoué, comme si elle parlait d'un passe-temps plutôt intéressant. Très stable, mais un peu aride. Administratif.
Ce mot était une insulte calculée destinée à réduire ma carrière à quelque chose de petit, ennuyeux et sans intérêt. La sensation d'être effacé était maintenant totale. Ma gorge se serra, l'air devint soudain lourd et difficile à respirer. J'étais invisible ou une servante dont le seul but était de ne pas gêner la vraie famille. Je ne dis pas un mot. Je fis simplement un signe de tête à la gentille femme, m'extirper de l'emprise de ma mère et m'éloigner de la fête scintillante. D'un pas assuré, je traversai la maison et pénétrai dans le sanctuaire silencieux de la cuisine. Les rires et les bruits de verre s'estompèrent derrière moi. Sous la lumière crue des néons, je dénouai les cordons de mon tablier. Je tins le tissu blanc amidonné dans ma main une seconde, puis le laissai tomber dans la poubelle en inox, juste au-dessus d'un tas d'écorces de citron. Ce n'était pas un acte de colère. C'était une déclaration de guerre silencieuse. Le sommeil ne vint pas facilement cette nuit-là. Dans le silence stérile de la chambre d'amis, à côté du débarras, l'image du tablier blanc tombé à la poubelle se rejoint dans mon esprit. C'était un souvenir net et précis, mais brouillé par une question récurrente qui me hantait depuis 2 décennies. Pourquoi, maman? Pourquoi me détestes-tu autant? Il n'y avait qu'un seul endroit où je pouvais aller pour commencer à trouver une réponse. Avant l'aube, j'étais de retour dans mon Ford Explorer, traversant les banlieues endormies en direction du cimetière national d'Arlington. Une fine brume éthérée s'accrochait au sol, adoucissant les contours du monde. L'air était vif et portait un parfum de terre humide et de feuilles mortes. Ici, le silence était différent. Ce n'était pas le silence militarisé de la maison de ma mère. C'était un voile de recueillement, un silence profond qui portait le poids d'innombrables récits de service et de sacrifice. J'ai traversé la mer de pierres tombales en marbre blanc, chacune témoignant d'une vie vécue pour quelque chose de plus grand que soi. J'ai trouvé sa pierre tombale sans difficulté. L'herbe autour était parfaitement tondue. Marcus Whitman, colonel de l'armée américaine. Je me tenais devant la pierre blanche et froide, mon souffle flottant dans l'air glacial. C'était la seule personne qui m'avait jamais vraiment vu. Pas la fille difficile, pas l'étrange, mais moi. En fermant les yeux, je pouvais presque sentir l'air frais des nuits de Virginie d'autrefois. J'étais redevenu une petite fille, assise sur la véranda avec mon père, la tête penchée vers l'immensité du ciel noir d'encre. Il ne me montrait pas seulement les constellations. Il m'apprenait à m'orienter. Son doigt, fort et sûr, traçait les motifs du ciel. Éléanore ne voit que les étoiles les plus brillantes, allait, avait-il dit d'une voix basse et douce. Elle aime ce qui brille, ce qui s'annonce. Mais un vrai soldat, un vrai navigateur, sait que ce sont les étoiles les plus faibles, celles qu'il faut chercher, qui te guident quand tu es perdu dans l'obscurité. Sois une étoile faible, ma puce. Sois silencieuse, sois constante et ne perds jamais le cap. Ces paroles étaient un fantôme, une présence réconfortante dans la brume matinale. Il la comprenait et, par extension, il comprenait ma place dans son univers. Je n'étais pas une étoile brillante, je n'étais pas fait pour son ciel. Un flot de souvenirs, vifs et douloureux, a brisé le calme le jour où ma lettre d'admission de West Point est arrivée. C'était une enveloppe épaisse et importante. Je l'avais tenue dans mes mains, le cœur battant d'une joie si pure qu'elle semblait me soulever du sol. Je l'ai montrée à Éléanore. Elle l'a pris, ses doigts parfaitement manucurés effleurant à peine le papier, et l'a jeté sur la table à manger en acajou comme s'il s'agissait d'un courrier indésirable. « Tu gâches ta vie, allez, déclara-t-elle d'une voix dénuée de chaleur. Tu vas devenir dure et grossière. Aucun homme honnête de Mlan ne voudra épouser un soldat. Il n'y avait aucune fierté, aucune félicitation, juste un verdict, une condamnation à perpétuité. La même semaine, mon frère Liam a remporté un concours scolaire régional d'art, un simple ruban et un certificat. Pour cela, Éléanore a organisé une somptueuse fête dans le jardin. Elle a invité plus d'une centaine d'invités. Il y avait des traiteurs, un quatuor accordé du champagne. Tout ça pour un dessin d'enfant. L'injustice de cette victoire est restée gravée dans ma mémoire. Mais mon père, mon étoile silencieuse et constante, avait trouvé une solution. Ce soir-là, il m'avait fait sortir discrètement de la maison, loin des rires étouffés et des sourires forcés. Il nous avait conduits à Washington, au Ben's Chili Bowl, un endroit bruyant et merveilleusement chaotique, à 1000 lieues de l'univers stylisé de ma mère. Nous nous sommes assis au comptoir et il nous a commandé son plat préféré, 2 chilis fumés, bien chauds et nappés de leur célèbre chili. Ce repas gras, délicieux et sans prétention a été la célébration la plus mémorable de ma vie. Pendant que je mangeais, il me regarda,
les yeux emplis de la fierté que ma mère m'avait refusée. Ne laisse jamais personne te dire que tes rêves ne valent pas la peine d'être célébrés, dit-il d'une voix ferme par-dessus les clameurs joyeuses du restaurant. Jamais. Aujourd'hui, debout devant sa tombe, le souvenir était si vif que j'avais presque le goût du piment. Le contraste entre la confirmation silencieuse de mon père et la désapprobation tonitruante de ma mère était le fil conducteur de mon enfance. J'ai fouillé dans ma poche et j'ai sorti une pièce de défi de mon ancien appareil. Elle était lourde et froide dans ma paume. C'était une tradition de soldat, un petit témoignage de respect et de souvenir laissé à un camarade tombé au combat. Je me suis penché et l'ai déposé délicatement sur le marbre lisse et froid de sa pierre tombale. Le métal a fait un léger bruit sec et définitif contre la pierre. Je murmurai dans l'air calme, mes mots s'adressant à lui seul. « Papa, je ne suis pas perdu. Je suis juste dans le noir. Mais je me souviens de ta leçon. Je me souviens des étoiles. » J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer. Il est temps que j'apprenne à être ma propre étoile guide, même si personne d'autre ne peut voir la lumière. Une nouvelle résolution s'est installée dans mon cœur, non pas le feu brûlant de la vengeance, mais quelque chose de plus froid, de plus fort. La détermination d'honorer son héritage, de retrouver la définition du service et de l'honneur que ma mère avait tant essayé de ternir. Je me levai, redressai les épaules et me détournai de la tombe. La brume matinale commençait à se dissiper, et les premiers rayons de soleil perçaient les arbres, miroitant sur les infinies rangées blanches. Je sortais de l'ombre, et je savais que le chemin qui m'attendait serait le mien. Le chemin d'une « étoile pâle », comme l'avait appelé mon père. En quittant Arlington, j'ai réalisé que toute ma vie d'adulte s'était déroulée sur ce chemin. Un chemin pavé non pas de l'approbation de ma mère ni des succès faciles de mon frère, mais de sueur, de boue et du silence pesant de ma famille. Les souvenirs me revinrent non pas comme un doux flot, mais comme une série d'instants nets et saisissants. West Point. Les nuits interminables passées à grelotter dans la boue froide et humide lors des exercices sur le terrain. Mes muscles hurlaient de protestation, mes poumons brûlaient, ma vision se troublait. La condescendance subtile et corrosive de certains cadets masculins, le choc silencieux sur leur visage lorsque non seulement je les suivais, mais que je les surpassais dans les simulations tactiques. Leur surprise était comme une énergie silencieuse qui brûlait aux côtés du souvenir de mon père. Chaque petite victoire était une confirmation silencieuse que j'étais sur la bonne voie, même si elle était solitaire. Puis l'Afghanistan. Mes souvenirs passaient des collines verdoyantes de New York aux paysages beiges et poussiéreux de la province d'Helmand. J'étais alors un jeune lieutenant, à la tête d'une patrouille dans un village isolé. L'air était un compagnon constant, chargé de poussière, de tension et de la menace constante du danger. Mon univers se résumait au poids de mon équipement, à la sensation de mon fusil dans mes mains et au visage des soldats qui me confiaient leur vie. J'y ai appris un nouveau langage, un langage muet. J'ai appris à lire les intentions d'une personne non pas dans ses mots, mais dans le scintillement de ses yeux, dans la posture de ses épaules, dans le silence pesant entre deux coups de feu lointains. C'étaient des leçons de nature humaine, de survie, qu'aucune université de l'Ivy League n'aurait jamais pu enseigner à mon frère Liam. Il a appris l'esthétique et la structure, j'ai appris la vie et la mort. Un souvenir de cette époque reste gravé dans mon âme comme une cicatrice permanente et non cicatrisée. C'était Noël. J'étais à Kandahar, dans une base d'opérations avancée improvisée, quelques heures seulement après qu'une embuscade m'ait coûté un bon soldat, un jeune homme de l'Ohio, avec une photo de son amour de lycée collée à l'intérieur de son casque. J'étais épuisé, en deuil, à des années-lumière de tout ce qui pouvait me faire sentir chez moi. J'ai réussi à passer un appel vidéo. L'écran s'est allumé, révélant notre salon familial à Milan, une scène digne d'une carte de vœux, un immense sapin de Noël brillamment illuminé. Eleanor et Liam riaient, un verre de lait de poule à la main. Ils étaient entourés de chaleur, de réconfort et de sécurité. Le sourire de ma mère s'est estompé en me voyant, mon visage était couvert de crasse, mes yeux creusés par l'épuisement. Elle a soupiré, un léger agacement. « Oh mon Dieu, Allais, tu as une mine affreuse. Tu manges bien ?» C'était sa première question, pas « tu vas bien » ni « ça va ?» Liam se pencha vers le cadre, le visage rayonnant. « Dis donc, ma sœur, maman vient de m'offrir une nouvelle BMW pour ma promotion. » Ces mots m'ont frappé avec une force physique. Une nouvelle voiture. Un homme que je considérais comme un frère était mort, et mon propre frère célébrait une voiture de luxe. Personne n'a posé de questions sur la fusillade. Personne n'a demandé des nouvelles de mes hommes. Soudain, une sirène a retenti de mon côté, ou le bruit caractéristique d'une attaque de roquettes.
Il fallait que j'y aille. La dernière chose que j'ai entendue avant de couper la communication, c'était la voix de ma mère, totalement imperturbable, « Viens, on va choisir ta tenue pour la fête du club de golf. » L'écran est devenu noir, me laissant dans le rugissement assourdissant de la sirène et un silence encore plus assourdissant dans mon cœur. Des années plus tard, j'étais assis dans le confort anonyme d'un Starbucks non loin de cette même maison. L'odeur des grains de café torréfiés et des pâtisseries était à 1000 lieues de la poussière de Kandahar. Mon ordinateur portable gouvernemental crypté était ouvert, le léger bourdonnement de son ventilateur me semblait familier. J'ai parcouru ma boîte mail, un témoignage numérique de la vie que ma famille refusait de voir. J'y ai trouvé un courriel contenant une invitation officielle à intervenir comme conférencier principal lors d'une conférence internationale sur la sécurité à Londres. Un autre courriel contenait une recommandation du Pentagone pour un rapport de renseignement que j'avais rédigé. Une mission qui avait directement influencé la politique nationale. Mon travail avait du poids. Il avait du sens. Il était reconnu au plus haut niveau. J'ai bu une gorgée de mon café noir. Un sourire amer a caressé mes lèvres. Le monde me voyait comme un général, un stratège, un leader. J'étais respecté par mes pairs et mes supérieurs avaient confiance en moi. Mais dans la magnifique maison coloniale à quelques kilomètres de là, j'étais toujours la fille qui n'était pas à la hauteur, celle qui ne méritait pas une fête, celle qui était la mieux placée pour porter un tablier et servir les vrais invités. Le monde voyait un général, mais ma famille voyait un fantôme utile, mais finalement invisible. J'étais toujours assis dans ce Starbucks, un sourire amer persistant sur mes lèvres tandis que je fixais les félicitations du Pentagone sur l'écran de mon ordinateur. Le monde entier me voyait, mais pas ma famille. La douleur familière de cette vérité s'installait lorsqu'un nouvel email arriva dans ma boîte de réception. L'objet était simple au café mais c'est le nom de l'expéditeur qui m'a fait bondir, Ava Russo. Je connaissais ce nom. Capitaine Ava Russo, la fiancée de mon frère Liam. J'ai lu le courriel. Il était court et concis, proposant un rendez-vous dans un café de Dupont-Circle. Aucune explication, juste une heure et un lieu. Mon instinct, aiguisé par des années d'évaluation des menaces, me disait qu'il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie, mais d'une reconnaissance. Le lendemain, j'ai découvert ce petit café indépendant, niché dans une rue calme. C'était le genre d'endroit avec ses meubles dépareillés et ses œuvres d'art locales au mur à 1000 lieues de la perfection stérile de la maison de ma mère. Ava était déjà là, assise à une petite table dans un coin, en civil un simple pull et un jean. Elle avait l'air différente, mais elle affichait toujours la posture caractéristique d'un soldat. Elle s'est levée à mon approche. « Général », dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Capitaine », répondis-je en prenant place en face d'elle. « Merci de me recevoir. » Elle ne perdit pas de temps en bavardage. Son regard était direct, inflexible. « Madame, je sais ce qui arrive à votre mère, à Eleanor. » Elle prononça le nom de ma mère avec une distance clinique. Elle a toujours été comme ça. Je me contentais d'écouter, l'air neutre. Il y a un an, après que Liam a commencé à se vanter de la réussite de sa famille, j'ai procédé à une vérification de vos antécédents, une vérification professionnelle. Je sais qui vous êtes, général. J'ai servi sous votre commandement à Kandahar. Vous avez sorti mon unité d'une embuscade dans la vallée d'Arghandab. Vous m'avez sauvé la vie. Un choc me traversa. Je me souvenais de la fusillade, mais dans le chaos du commandement, les visages se brouillaient souvent. Pour elle, c'était le jour de sa vie. Pour moi, c'était un mardi. Pour la première fois, je ne voyais pas la fiancée de mon frère, mais un camarade soldat. Une chaleur profonde et inattendue me parcourut la poitrine ou une sensation dont je n'avais pas conscience d'avoir tant besoin. « Je te dois tout », dit-elle d'une voix lourde de conviction. « Alors, quoi que tu aies besoin, quand tu en as besoin, je suis ton soldat sur tous les champs de bataille. Et celui-ci aussi. » La sincérité dans ses yeux était un baume sur une blessure dont je ne savais même pas qu'elle était encore ouverte. Ava avait une autre information. « Il y a quelqu'un que tu dois voir », dit-elle en faisant glisser un papier sur la table. Il portait un nom et une adresse à Alexandrie, le docteur Maya Singh. Elle est à la retraite maintenant, mais elle connaît ta mère et c'est une amie. Le lendemain, je me suis rendu à l'adresse indiquée. C'était un bureau discret en grès brun. La plaque sur la porte indiquait simplement « Consultant en santé mentale ». À l'intérieur, rien à voir avec le cabinet d'un thérapeute, pas de canapé moelleux ni d'affiches inspirantes. C'était une véritable salle de crise.
Des cartes des différents points chauds du monde étaient épinglées sur un mur. Un grand tableau blanc couvert de diagrammes et de notes complexes dominait un autre. Une femme à l'allure imposante, au regard vif et intelligent et aux cheveux noirs aux mèches argentées, se leva de derrière un grand bureau. C'était le docteur Maya Singh. C'était une Américaine d'origine indienne, mais elle avançait avec l'autorité calme de quelqu'un qui avait passé sa vie à sillonner les coulisses du pouvoir à Washington. Général Whitman, dit-elle d'une voix chaleureuse mais professionnelle. Ava a appelé avant. Veuillez vous asseoir. En versant 2 tasses d'Earl Grey, elle alla droit au but. Je connais Eleanor Whitman depuis 30 ans, au sein de divers conseils et comités. Je l'ai vue à l'œuvre. Maya m'a regardé droit dans les yeux. Ce n'est pas qu'une querelle de famille, allez. Ta mère ne s'en prend pas seulement à tes sentiments. Elle mène une campagne systématique de guerre de l'information pour effacer ton identité et s'emparer de l'héritage de ton père. Et nous allons riposter avec les mêmes armes, la vérité et la précision. Le mot « nous » résonnait dans la pièce silencieuse. Maya ouvrit un tiroir de bureau et plaça 2 petits objets sur le bois poli entre nous, un enregistreur vocal numérique pas plus gros qu'un tube de rouge à lèvres et une clé USB noire cryptée. Ta mère manipule aimant en privé, dit Maya d'une voix calme. À partir de maintenant, tu recueilles des renseignements, tu enregistres tout, tu documentes tout. Nous montons un dossier le tien. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés tous les 3 dans la salle de guerre de Maya, un général de division, un capitaine et un stratège retraité de la DIA ou une famille unie, forgée par un objectif commun. Il n'y a eu ni larmes, ni angoisse. Nous avons discuté tactique. Ava, grâce à son accès, a récupéré les plans et les schémas du système de sécurité du lieu du mariage. Maya a commencé à élaborer une chronologie, identifiant les principaux invités, journalistes, politiciens, personnalités influentes susceptibles de renverser la situation. J'ai fourni la vérité fondamentale, l'histoire des actions de ma mère, le profil psychologique de mon adversaire. Pour la première fois, je sentis le vent tourner. Le chemin solitaire de l'étoile terne n'était plus une mission solitaire. Une nouvelle constellation se formait. Nous élaborions un plan de bataille pour démanteler l'empire d'Eleanor Whitman non pas avec colère, mais avec des faits concrets et crus. C'était une campagne nourrie par la précision militaire, le renseignement, l'expertise et la loyauté inébranlable des soldats. Le combat pour l'héritage de mon père et le mien avait commencé. 2 jours après notre séance de stratégie dans la salle de crise de Maya, ma mère m'a appelé. Sa voix au téléphone était d'une chaleur surnaturelle, un ton que je n'avais pas entendu s'adresser à moi depuis mon enfance. Elle voulait dîner ensemble, juste tous les 2 à l'occasion de renouer avant la folie du mariage. Mes alarmes internes se sont déclenchées. C'était une manœuvre tactique, mais les mots de Maya résonnaient dans mon esprit, recueillir des renseignements. C'était ma première opportunité. J'aimerais bien, dis-je d'une voix soigneusement neutre. Avant de quitter mon appartement temporaire, j'ai sorti le petit enregistreur vocal élégant que Maya m'avait donné. D'un léger clic, je l'ai activé et glissé dans ma poche. Je n'étais plus seulement une fille allant dîner. J'étais une agente se dirigeant vers un territoire hostile. Eleanor avait choisi l'Inn at Little Washington. C'était un restaurant légendaire 3 étoiles Michelin niché dans la campagne de Virginie, un lieu d'un luxe extrême et d'une ambiance feutrée. C'était aussi un lieu incroyablement public, un lieu de prédilection pour les sénateurs et les PDG. Un choix stratégique. Elle savait que je n'y ferais pas de scandale. La soirée entière était une scène soigneusement préparée. Elle était déjà assise à mon arrivée, impeccable dans sa robe de soie, un simple collier de perles autour du cou. Elle souriait, un sourire éclatant, digne des relations publiques, qui n'atteignait pas ses yeux. « Allez, ma chérie, tu es en pleine forme », dit-elle en parcourant ma simple robe noire du regard. Un jugement subtil dans ce silence. Le repas était un chef-d'œuvre culinaire. Plat après plat, chacun était une sculpture exquise et minuscule sur une assiette, un carpaccio d'agneau de lait en croûte d'herbe avec une glace à la salade César, une coquille Saint-Jacques poêlée avec une vinaigrette à la truffe noire. Entre 2 bouchées sans saveur, Eleanor se produisait. Elle parlait de l'importance de la famille, de notre besoin d'être unis. Elle se remémorait mon enfance, sélectionnant avec soin des moments de bonheur, vagues et confus, qui semblaient appartenir à la vie de quelqu'un d'autre. Elle me confiait avoir toujours été fière de ma carrière, même si elle ne savait pas toujours comment le montrer. C'était une performance brillante, un monologue de chaleur artificielle et de sentimentalisme artificiel. Chaque mot était un mensonge, une pierre soigneusement polie posée sur un chemin qui menait quelque part où je savais que je ne voulais pas aller.
L'air se remplissait de son insincérité. J'ai senti un nœud glacé me serrer l'estomac. Je ne dînais pas avec ma mère. J'étais interrogé par un maître manipulateur. Puis, avec l'arrivée du dessert, un magnifique gâteau à la noix de coco à 7 étages vint le moment fort. Eleanor fouilla dans son sac à main de créateur et en sortit une chemise soigneusement garnie de documents. Elle la glissa sur la nappe blanche et la déposa juste à côté de mon assiette. La désinvolture de ce geste était glaçante. Juste une petite formalité, mon cher, dit-elle d'une voix chuchotée, d'un ton conspirateur, léger comme une plume, pour consolider le patrimoine familial. Ça simplifiera grandement la gestion et ça aidera énormément Liam dans ses projets après le mariage. Il ne te reste plus qu'à signer ici. Mon regard se posa sur le dossier. Mon cœur se mit à battre fort et régulièrement contre mes côtes. Il ne s'agissait pas de consolidation. C'était une embuscade. Je sentais le poids du petit enregistreur dans ma poche. J'entendais la voix de Maya, un ordre clair et net dans ma tête, ne jamais rien signer sans l'avis de son avocat. J'ouvris le dossier. Les pages étaient remplies d'un jargon juridique impénétrable. Mais certaines expressions sautaient aux yeux, renonciation à toute réclamation, transfert de propriété irrévocable. Ce n'était pas une consolidation. C'était une reddition. C'était un acte d'effacement, une tentative de me séparer du dernier vestige physique de mon père, sa maison. Le sang affluait à mes oreilles. Elle essayait de me voler l'héritage de mon père en échange d'un gâteau coûteux. J'inspirais lentement et consciemment pour me calmer. Je refermai le dossier et le repoussai doucement vers elle sur la table. Je pense que je vais d'abord avoir besoin que mon avocat examine ça, mère. L'effet fut instantané. Le sourire parfait et travaillé d'Eleanor se figea puis s'effrita. Ses yeux, qui avaient feint la chaleur toute la soirée, se transformèrent en éclats de glace. Le masque était tombé. Un avocat, siffla-t-elle d'une voix basse et venimeuse, contrastant fortement avec l'élégance du décor. Allez, nous sommes une famille. Tu ne fais pas confiance à ta mère? La manipulation classique, un appel à un lien qu'elle avait passé sa vie à détruire. C'est une simple affaire de famille. Ne sois pas difficile et compliqué. Signé, tout simplement. Sa main se tendit brusquement, ses doigts appuyant sur le dossier à un ordre déguisé en suggestion. Je regardai sa main, puis son visage, crispé par une fureur à peine dissimulée. Pour la première fois, je ne ressentis ni douleur ni honte. J'éprouvais une lucidité froide et lucide. Le jeu était révélé. Je me suis levé lentement, d'un geste calme et mesuré. J'ai sorti un billet de $100 de ma pochette et l'ai posé sur la table, largement suffisant pour couvrir ma part et le pourboire. Je demanderai à mon avocat de vous le renvoyer dès qu'il l'aura examiné, dis-je d'une voix égale et assurée. Puis je me retournai et m'éloignai. Sans un regard en arrière, je sentais son regard furieux me brûler le dos tandis que je traversais la salle à manger, mes talons claquant doucement sur le sol ciré. Les conversations feutrées des autres convives, le cliquetis des couverts, toute cette bulle de civilité artificielle s'évanouirent. Alors que je sortais dans l'air frais de la nuit, je savais une chose avec certitude, la bataille avait officiellement commencé et je venais de tirer le premier coup de feu. Dès que je suis rentré dans mon appartement temporaire après avoir dîné avec Eleanor, j'ai agi. Il n'y avait pas de temps à perdre. Mes mains étaient fermes tandis que je sortais mon téléphone, posais les documents juridiques à plat sur la table basse et photographiais chaque page. J'envoyais les images à Maya dans un message sécurisé avec un simple titre, « Conversation du dîner de ce soir ». Puis je m'assis et attendis. Le silence de la pièce contrastait fortement avec la tempête qui grondait en moi. Le fichier audio de l'enregistreur était déjà en cours de téléchargement sur notre disque dur partagé et chiffré. Quelques heures plus tard, mon téléphone sonna. C'était Maya. Sa voix, habituellement si calme et stratégique, était teintée de fureur froide. Allez, j'ai demandé à mon contact juridique d'examiner ces photos. Ce n'est pas une procuration. C'est une renonciation totale et inconditionnelle à vos droits d'héritage sur la maison. C'est une clause en béton. Elle l'a fait rédiger par un avocat spécialisé dans les litiges familiaux. Elle essayait de vous piéger pour que vous cédiez la maison de votre père. Une vague de nausée m'envahit. C'était une chose de soupçonner. C'en était une autre de le voir confirmé dans des termes juridiques aussi brutaux. Elle avait eu l'intention de me dépouiller de tout. Comme par magie, un SMS retentit. Il venait d'Ava. Il n'y avait pas de SMS, juste un lien. Mon doigt tremblait légèrement en tapotant.
Le lien m'a dirigé vers un blog local bien connu de la société de Virginie, le genre de blog qui relate la vie des riches et puissants de la région de Washington DC. Le titre semblait jaillir de l'écran, écrit en caractères gras et moralisateurs. La famille Whitman et la fille prodigue, une triste histoire. L'article était un chef-d'œuvre de diffamation. Source anonyme, mais manifestement alimentée par Eleanor. Il me présentait comme une fille difficile et recluse, ayant abandonné sa famille pour poursuivre une carrière floue et déstabilisante. Il insinuait, avec une insidieuse ruse, que mon passage dans l'armée m'avait laissé des problèmes psychologiques, me rendant instable et sujette à la jalousie face au mariage imminent de mon frère. Il prétendait que je cherchais activement à semer le trouble lors de son mariage. Mais le pire, celui qui me glaçait le sang, c'était la photo. Ils avaient retrouvé une vieille photo de moi prise juste après une mission exténuante de 72 heures en zone de combat. J'étais épuisé, le visage maculé de poussière, les yeux creux. Ils l'avaient recadré, agrandi et utilisé pour illustrer leur récit du « vétéran détraqué ». C'était une atteinte si profonde, si personnelle, qu'elle me privait de souffle. Ils ne voulaient pas seulement me déshériter, ils voulaient me détruire complètement, me discréditer si complètement que personne n'écouterait un mot de ce que je dirais. Mon service, mes sacrifices, les choses mêmes qui avaient défini ma vie, ils les détournaient pour en faire des armes contre moi. J'ai laissé tomber le téléphone sur le canapé comme s'il était en feu. Je me suis enfoncé dans l'obscurité du salon éteint, les lumières de la ville scintillant de façon moqueuse devant ma fenêtre. L'espace d'un instant, j'ai ressenti le poids écrasant de tout cela, les mensonges, la trahison, la cruauté pure et simple. J'ai senti le sol céder sous mes pieds. Et puis je me suis souvenu de la voix de mon père parlant des étoiles ternes, de la voix de Maya me disant de riposter avec vérité, de la voix d'Ava me jurant fidélité. Je n'étais pas seul dans le noir. J'ai attrapé mon ordinateur portable, d'abord raide, puis plus assuré. J'ai ouvert le navigateur web et tapé Brent Brown, l'appel au courage, dans la barre de recherche. J'ai cliqué sur la vidéo de son émission spéciale Netflix, accédant rapidement au passage que je voulais entendre. Sa voix emplissait la pièce silencieuse, forte et claire, citant les paroles intemporelles de Theodore Roosevelt. Ce n'est pas le critique qui compte, ni celui qui souligne les trébuchements de l'homme fort. Le mérite revient à celui qui est réellement dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang, qui, au mieux, connaît à la fin le triomphe de la haute performance, et qui, au pire, s'il échoue, échoue au moins en osant. J'ai fermé les yeux, laissant les mots m'envahir. Les critiques Eleanor, Liam, leurs amis sans âme, le blogueur sans visage n'étaient que des critiques. Des spectateurs assis dans les sièges bon marché de l'arène, confortables et en sécurité, jugeant un jeu qu'ils étaient trop lâches pour jouer. Mais moi? J'avais toujours été dans l'arène. Mon visage était marqué par la poussière d'Afghanistan. Mes mains connaissaient la poussière et la crasse du combat. J'avais trébuché. J'avais saigné. Et j'avais osé. J'avais ouvert les yeux. La peur avait disparu. La douleur avait disparu. Il ne restait qu'une clarté froide, dure et cristalline. Le chemin à suivre était illuminé. Il m'avait chassé de la famille. Et ce faisant, il m'avait repoussé à l'endroit même où j'avais ma place, le champ de bataille. Et je suis sûr que certains d'entre vous savent exactement ce que l'on ressent à ce moment-là, le moment où la douleur s'arrête et où le but prend forme. J'ai pris mon téléphone. Ma main était maintenant parfaitement stable. J'ai composé le numéro de Maya. Elle a répondu à la première sonnerie. Activez tout, dis-je d'une voix basse, dénuée de toute émotion, si ce n'est d'une détermination sans faille. Il est temps d'entrer dans mon arène. Mes derniers mots à Maya au téléphone, il est temps d'entrer dans mon arène, n'étaient pas une supplication. C'était un décret. La réponse fut immédiate. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon de préparatifs intenses et acharnés. Le bureau silencieux de Maya à Alexandrie se transforma en un véritable centre de commandement. Le tableau blanc, autrefois couvert de schémas abstraits, était désormais un plan de bataille méticuleusement détaillé. Un plan de la salle de bal de l'hôtel était affiché au centre, indiquant les voies d'accès, les angles morts des caméras et les lignes de visée optimales. Ava, forte de ses compétences techniques, avait obtenu les schémas du système audiovisuel de la salle, nous permettant ainsi de contrôler chaque microphone et écran de projection de la salle. Nous avons opéré avec l'efficacité discrète d'une unité militaire expérimentée. Maya, la stratège, a fait appel à ses contacts. Elle a dressé une liste d'invités clés non seulement les puissants, mais aussi les plus influents.
Elle a identifié 3 journalistes de renom et une poignée d'influenceurs des réseaux sociaux connus pour leurs révélations. Un dossier numérique contenant toutes les preuves dont nous disposions a été préparé et chiffré, prêt à être déployé au moment précis. Maya avait déjà briefé un journaliste d'investigation de confiance d'un grand journal national, le préparant à recevoir un colis à l'heure H. Ava était mon agent de renseignement. Elle surveillait les conversations en ligne, suivant la propagation de l'information suspecte qu'Eleanor avait diffusée. Elle avait établi une chronologie détaillée des événements de la cérémonie de mariage, prédisant les points d'étranglement et les occasions d'agir. Il n'y avait aucune émotion, que des données. Qui prendrait la parole et quand? Où Eleanor serait-elle assise? À quel moment précis la cérémonie se transformerait-elle en réception? Chaque détail constituait un atout potentiel. Mon rôle était de commander. J'ai passé l'appel qui allait sécuriser notre atout le plus crucial. Grâce à une ligne sécurisée, j'ai contacté le général Alistair Evans, mon ancien commandant et mentor, aujourd'hui général 4 étoiles au Pentagone. Je ne me suis pas plaint ni n'ai raconté d'histoires émouvantes. J'ai présenté la situation comme un rapport de terrain, un compte rendu concis et factuel d'une campagne de désinformation visant un officier supérieur. Monsieur, j'ai besoin de 2 éléments, ai-je dit d'une voix ferme. Le rapport d'activité non censuré de l'opération Desert Aegis, ainsi qu'une confirmation vidéo officielle de mes états de service et des décorations du Pentagone. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, un silence lourd de réflexion. Le général Vance était un homme de peu de mots, mais d'une immense intégrité. Je savais qu'il comprenait le contexte tacite. Les dossiers seront sur un serveur sécurisé pour vous d'ici 1 heure, Major Général, dit-il finalement d'une voix rocailleuse. Il est grand temps que toute l'histoire de ce que vous et vos soldats avez fait dans cette vallée soit pleinement reconnue. Il n'a pas demandé plus de détails. Il n'a pas remis en question mes motivations. C'était la loyauté de l'uniforme, un lien forgé par le devoir partagé que ma mère n'a jamais pu comprendre. La veille du mariage, je n'ai pas fermé l'œil. Les lumières d'Alexandrie traversaient les stores, mais je me concentrais entièrement sur les 4 murs de ma chambre. J'avais sorti mon uniforme de service de classe A de l'armée, la tenue de cérémonie de Saus. C'était l'uniforme de cérémonie, de tradition, d'honneur. Sous la lumière crue de la lampe de bureau, j'ai commencé le rituel de préparation de mon armure. J'ai disposé la veste et commencé à fixer méticuleusement mes décorations. Chaque métal, chaque ruban, était un chapitre de la vie que ma mère avait tenté d'effacer, la Silver Star pour bravoure et action lors de l'embuscade à laquelle Ava avait survécu, la Purple Hat, un témoignage silencieux de l'éclat d'obus qui m'avait transpercé l'épaule lors d'un autre échange de tirs, une histoire que je n'avais même jamais tenté de raconter à ma famille. La médaille du service supérieur de la défense, la Légion du mérite, l'étoile de bronze, chaque épingle que je perçais dans le tissu bleu profond était un souvenir, un camarade tombé, une nuit blanche, un moment de terreur, un élan de fierté. C'était un langage silencieux et métallique qui racontait la véritable histoire de mon service, une histoire de sueur et de sang, et non la fiction administrative aride que ma mère avait inventée. J'ai sorti mon défroisseur portatif. Le sifflement de la vapeur chaude emplissait la pièce silencieuse. J'ai travaillé sur chaque centimètre de l'uniforme, lissant chaque pli potentiel, veillant à ce que chaque pli soit parfaitement net, chaque ligne parfaite. Les boutons en laiton poli brillaient comme des pièces d'or. Les 2 étoiles argentées sur chaque épaulette brillaient d'une lumière froide et dure. C'était plus qu'une simple préparation. C'était une transformation. Je me débarrassais du costume mal ajusté de « fille difficile » qu'on avait tenté de m'imposer. Je me réhabituais. Quand j'eus terminé, j'accrochai l'uniforme aux effigies parfaites de l'honneur et de la discipline. Debout devant, je ne voyais pas seulement une veste, mais l'incarnation de mon serment. Eleanor avait choisi ses armes, le mensonge, la manipulation et l'humiliation publique. J'avais choisi les miennes. Je ne me préparais pas pour un mariage. Je me préparais à un jugement. Je n'enfilais pas une robe. J'enfilais mon armure. La grande salle de bal de l'hôtel Four Seasons de Washington, D.C., était un océan de soie pastel, de smoking sur mesure et de la douce lueur des lustres en cristal. Un quatuor à cordes jouait un morceau léger et classique, une bande-son délicate pour l'union de 2 familles influentes. Mon frère Liam se tenait devant l'autel, beau et confiant. Ma mère, Eleanor, était assise au premier rang, parfaite image de la fière matriarche, rayonnant d'un calme serein et royal. La cérémonie venait de commencer. Le cortège était terminé. Le ministre accueillait les invités. C'était l'heure.
Comme prévu, les grandes portes en chêne au fond de la salle de bal s'ouvrirent. Mais la personne qui entra n'était pas une invitée tardive en robe fluide. C'était moi. Je suis entré dans la salle, et une onde de choc de silence s'est propagée depuis la porte. Tous les bruits ont cessé. La musique s'est évanouie où une seule note de violon s'est éteinte dans l'air. Le murmure des 300 invités s'est évaporé. Toutes les têtes se sont tournées. Tous les regards se sont fixés sur moi. Je ne portais pas de robe. Je portais mon armure. La veste bleue foncée de mon uniforme militaire était impeccable. Les boutons de cuivre brillaient, et les rangées de rubans sur ma poitrine témoignaient avec éclat d'une vie qu'ils avaient tenté de nier. Les 2 étoiles argentées de général de division sur chaque épaule semblaient capter et retenir la lumière des lustres. J'ai vu le visage de ma mère. Son sourire serein s'est figé, puis s'est brisé comme de la porcelaine fine tombée sur un sol en marbre. Ses joues ont perdu leur couleur, laissant derrière elle un masque d'horreur blanc comme la craie. À côté d'elle, la mâchoire de Liam s'est ouverte, sa posture assurée s'est effondrée, et il m'a fixé, les yeux écarquillés d'incrédulité et de panique naissante. Je les ai tous ignorés. Le dos droit et le regard fixé devant moi, j'ai marché d'un pas calme et mesuré dans la longue allée. Je ne me suis pas arrêté au premier rang. J'ai trouvé une chaise libre au dernier rang, je me suis assis et j'ai croisé les mains sur mes genoux, devenant une présence silencieuse et imposante au fond de leur groupe parfait. La cérémonie reprit son cours, mais l'atmosphère avait irrémédiablement changé. L'air était chargé de tension et de questions murmurées. Le ministre, troublé, prononça les vœux à la hâte. Lorsqu'il arriva à la phrase classique, « Si quelqu'un a la moindre objection à cette union, qu'il s'exprime maintenant ou se taise à jamais », un silence électrique emplit la salle. Personne ne parla. La véritable objection ne concernait pas le mariage, mais les mensonges sur lesquels il reposait. Enfin, vint le moment des remarques familiales. Éléanore, l'air bouleversé, commença à se lever pour prononcer ce qui, j'en étais sûr, serait un discours soigné et préécrit. Mais il était trop tard. Quelqu'un d'autre s'approchait déjà du micro. C'était la mariée. La capitaine Ava Russo, une vision dans une élégante robe blanche, s'avança vers le pupitre. Elle était à couper le souffle, mais son expression exprimait une détermination solennelle. Elle ne regarda ni son époux, ni le public. Elle tourna légèrement le corps, dirigeant son attention vers le dernier rang vers moi. La salle retint son souffle. Avant de commencer ma nouvelle vie, dit Ava d'une voix claire et forte, amplifiée par le micro, je dois d'abord honorer la personne qui m'a donné la chance d'avoir cette vie. Elle redressa les épaules dans sa magnifique robe de mariée, se redressa pour attirer l'attention, puis, dans un geste de profond respect et de loyauté, porta la main à son front dans un salut militaire sec et parfait. Au général de division Alec Whitman, déclara-t-elle. Un hoquet collectif parcourut la salle de bal. Le titre, prononcé avec tant de révérence, résonna dans l'air comme une détonation. Général de division. Le visage de ma mère se tordit dans un cri silencieux. Ava n'avait pas fini. Elle baissa la main et continua, sa voix résonnant d'une vérité indiscutable. Le général assis au dernier rang est la femme qui m'a sauvé la vie et celle de 5 autres soldats lors de l'opération Desert Aegis à Kandahar. C'était le signal. À cet instant précis, l'immense écran de projection derrière l'autel qui affichait auparavant un élégant monogramme des initiales des mariés s'est allumé. Le monogramme a été remplacé par le rapport d'opération non censuré, mon nom et mon grade étant clairement visibles. Puis, un montage de photos, moi sur le terrain, moi avec mon unité, moi recevant la Silver Star. L'écran a affiché une image haute résolution de mes décorations, chacune nommée et expliquée. Et enfin, dernier atout, la vidéo du général Alistair Vance. Son visage sévère et autoritaire occupait l'écran. Vêtu de son uniforme de classe A, il regardait droit dans la caméra et confirmait mon grade, mes états de service et les circonstances de mes distinctions, sa voix ne laissant planer aucun doute. Au même moment, alors que Maya appuyait sur « Envoyer » depuis son poste de commandement, les téléphones de tous les journalistes présents se mirent à vibrer et à sonner à un concert d'alertes entrantes. Le dossier était livré. C'en était trop pour Éléanore. Son monde soigneusement construit volait en éclats sous ses yeux horrifiés. Elle bondit de son siège, complètement dénuée de tout son sang-froid. « Arrêtez ça » hurla-t-elle d'une voix rauque et rauque. « C'est un mensonge. Tout est mensonge. » Elle se précipita vers la scène, dans une tentative désespérée d'arrêter l'invincible. Mais il était bien trop tard.
Dans le silence stupéfait de la foule, une personne se mit à applaudir, puis une autre encore. Lentement, cela commença, puis se transforma en une vague d'applaudissements, une ovation tonitruante et déferlante qui secoua toute la salle de bal. Les invités se levèrent, non pas pour les mariés, mais pour le soldat au dernier rang. Ils applaudissaient la vérité. Ils applaudissaient un héros enfin reconnu. Je restais parfaitement immobile sur ma chaise, au cœur de la tempête que j'avais déclenchée, et laissai le son de ma justification m'envahir. Après ce tonnerre d'applaudissements, un silence troublant s'est installé en moi. L'adrénaline qui avait parcouru mes veines s'est dissipée, laissant derrière elle un profond épuisement. Je me suis échappé de la salle de bal sans me faire remarquer dans le chaos qui s'ensuivit, laissant derrière moi les ruines de cette soirée parfaite pour ma famille. La bataille était terminée, mais maintenant arrivaient les répliques. Le lendemain matin, la tempête éclata. Mon article figurait en première page du Washington Post, au-dessus du pli. Le titre était cinglant, le général invisible, le Pentagone confirme l'héroïsme d'un officier caché par sa propre famille. Le titre resta. J'étais devenu un phénomène. Tous les grands médias ont relayé l'affaire. Le dossier numérique publié par Maya est devenu viral, et le billet de blog qui avait tenté d'assassiner mon personnage était désormais présenté comme un exemple de tromperie malveillante. L'empire social d'Eleanor ne s'est pas fissuré comme par magie, il s'est désintégré du jour au lendemain. Les conseils d'administration des prestigieuses associations caritatives qu'elle présidait ont discrètement exigé sa démission. Les invitations aux galas et collectes de fonds exclusifs de Washington DC cessèrent d'affluer. Les amis influents qui affluaient autrefois à ces fêtes évitaient désormais ces appels, leur loyauté était aussi superficielle que ses propres valeurs. Sa réputation, sa valeur, avait été réduite à néant. Le mariage, bien sûr, fut officiellement annulé. Ava me raconta qu'elle avait rendu la bague de fiançailles ridiculement grande à Liam le soir même, la laissant sur la table de la suite d'hôtel qu'il avait réservée pour leur nuit de noces. Elle était libre. 2 jours plus tard, mon frère est arrivé à mon appartement. Liam était affreux. Ses cheveux, habituellement impeccables, étaient en bataille, ses vêtements de luxe étaient froissés et des cernes s'étaient formées sous ses yeux. Il avait l'air d'un homme qui avait vu son monde doré s'effondrer. Il se tenait sur le pas de ma porte, non pas pour s'excuser, mais pour me l'accuser. « Tu as tout gâché », dit-il d'une voix rauque et incrédule. « Tout ? Étais-tu obligé de faire ça comme ça ?» J'ai regardé mon petit frère, le garçon que j'avais autrefois protégé dans la cour de récréation, l'homme que j'avais essayé d'aimer malgré le mur que ma mère avait érigé entre nous, et pour la première fois, je l'ai vu avec une clarté parfaite et douloureuse. Je n'ai pas vu une victime, mais un complice consentant. J'ai vu la faiblesse, le sentiment d'avoir droit à quelque chose, le profond égoïsme qu'il avait laissé rester là à me regarder m'effacer encore et encore. Il n'y avait aucun remords dans son regard, seulement de l'apitoiement sur lui-même. Les derniers vestiges d'affection fraternelle en moi se sont flétris et ont disparu. « Non, Liam », répondis-je d'une voix calme et dénuée de la colère qui l'attendait si visiblement. « Je n'ai rien gâché. J'ai juste allumé la lumière, les mensonges de maman et ton silence. C'est ta complicité qui a tout gâché. Tu as choisi ton camp il y a longtemps. » Il me fixait du regard, la bouche ouverte et fermée, sans un son, comme un poisson hors de l'eau. Il était stupéfait, non pas par mes paroles, mais par le fait qu'elle ne laissait transparaître aucune colère, aucune possibilité de discussion, c'était simplement des constats. Je lui ai refermé doucement la porte au nez, le léger clic de la serrure était éteint son final définitif. C'était la fin d'un chapitre que j'aurais dû clore depuis des années. La dernière affaire concernait la maison de mon père, théâtre de toutes les vanités d'Eleanor. Mon avocat, un homme vif et pragmatique recommandé par Maya, rédigea et envoya la mise en demeure. Ce n'était pas une expulsion, cela aurait été un acte cruel et vengeur, et ma mission était la justice, pas la vengeance. La mise en demeure était bien plus stratégique. Il informait Eleanor qu'en tant que propriétaire légal du bien, je ne la forcerais pas à partir. Au lieu de cela, elle serait tenue, à compter de maintenant, de payer un loyer mensuel correspondant à la juste valeur marchande actuelle d'une propriété de cette taille à Emmeline, en Virginie. C'était une somme conséquente. De plus, le document stipulait que la totalité de ce loyer serait versée directement de son compte à une fiducie caritative que j'avais créée, le fonds d'héritage du colonel Marcus Whitman destiné à l'octroi de bourses d'études aux enfants de militaires tombés au combat ou blessés. La maison de mon père ne serait plus un monument d'ascension sociale et de prestige vain. Elle deviendrait ce qu'il aurait souhaité, un véritable héritage de service.
Elle permettrait d'éduquer les enfants. Elle soutiendrait les familles qui, comme la mienne, s'étaient sacrifiées pour ce pays. Elle serait une source d'honneur. Ma mère pouvait continuer à vivre dans son palais, mais ce ne serait plus qu'une cage dorée, un rappel mensuel constant de sa défaite. Elle financerait les valeurs mêmes qu'elle avait méprisées toute sa vie. J'avais tracé ma nouvelle frontière. Elle n'était pas faite de briques et de mortier, ni de colère et de ressentiment. Elle était faite de vérité, de justice et de droit. C'était un mur qu'elle ne pourrait jamais abattre. Debout dans mon appartement silencieux, j'ai enfin compris ce qu'était un véritable héritage. Ce n'était pas une maison. C'était la force de protéger ce que l'on tient pour sacré. La tempête est passée. L'actualité a repris son cours, et dans le calme qui a suivi, j'ai commencé à comprendre la nature de la paix. Ce n'était pas l'absence de conflit, mais la présence d'un alignement intérieur serein. La guerre pour la reconnaissance était terminée, car je n'avais plus besoin de la reconnaissance du monde extérieur. Plusieurs mois plus tard, une invitation m'est parvenue, comme un message de mon père lui-même. On m'a demandé d'être l'orateur principal de la cérémonie de remise des diplômes de l'Académie militaire américaine de West Point. Debout sur cette tribune historique, contemplant la marée de cadets dans leurs uniformes gris impeccables, la longue ligne grise, j'ai senti la fierté de mon père m'envahir. C'était la scène dont il avait rêvé pour moi. Mais en observant leur visage jeune et enthousiaste, je savais que je ne pouvais pas leur parler de guerre conventionnelle, ils en apprendraient assez bien assez tôt. J'ai donc parlé d'un autre type de combat. Nous vous formons ici pour les champs de bataille du monde entier, dis-je d'une voix ferme sur le podium, mais je suis ici pour vous dire que parfois, l'arène la plus difficile où vous combattrez est celle de votre propre foyer. L'acte le plus courageux n'est pas toujours d'affronter le feu ennemi, mais de dire la vérité à ceux qui sont censés vous aimer. L'honneur n'est pas seulement un mot que nous brodons sur nos drapeaux, c'est une limite que vous devez tracer pour protéger votre âme. En regardant les futurs chefs de l'armée, j'éprouvais une paix si profonde qu'elle en était presque saisissante. Je leur offrais la carte que je n'avais jamais eue, celle que mon père avait essayé de me dessiner dans les étoiles. À mon retour à mon appartement de Washington, un courriel m'attendait. Il ne venait ni du Pentagone ni d'une agence de presse. Il provenait d'une petite fondation appelée Solace for Soldiers Keys, un fonds de bourse que je finançais discrètement depuis des années avec une partie de mon salaire. C'était mon héritage secret, un acte de service discret dont personne n'avait connaissance. Le courriel contenait une courte vidéo. J'ai cliqué sur « Lecture ». Une jeune femme est apparue à l'écran, le visage rayonnant d'une joie si rayonnante qu'elle était contagieuse. Elle se tenait dans ce qui ressemblait à une chambre universitaire, une bannière universitaire accrochée au mur derrière elle. Je m'appelle Sarah et mon père était le sergent David Jensen. Il a été tué au combat en Irak. On m'a dit que cette vidéo pourrait parvenir au donateur anonyme qui a financé ma bourse. Elle prit une inspiration, les yeux brillants de larmes retenues. Je voulais juste te dire merci. Toute ma vie, on m'a regardé avec pitié. Ma mère a 2 emplois. L'université me semblait un rêve impossible. Mais toi, tu as cru en moi. Qui que tu sois, merci d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne l'a fait. La vidéo s'est terminée. J'étais assis dans le silence de mon appartement, les larmes coulant sur mon visage. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de colère. C'étaient des larmes de pur contentement. Les articles à la une, les applaudissements du public, la reddition forcée de ma mère, rien de tout cela n'avait autant d'importance que cela. Ce simple merci sincère d'une fille que je ne rencontrerai jamais. C'était ça. C'était mon véritable héritage. Pas les médailles sur ma poitrine, mais l'impact discret que je pouvais avoir sur une vie, invisible et non reconnue. J'étais l'étoile pâle de mon père, et je guidais enfin quelqu'un vers la maison. Je me suis tourné vers mon ordinateur portable, la vue sur le Potomac, une présence calme et stable par la fenêtre. J'ai ouvert un nouveau document vierge. Je n'avais plus rien à prouver à personne. Mon combat était terminé, mais j'ai réalisé qu'il me restait une mission, raconter cette histoire. Non pas pour la gloire, ni pour la justification, mais pour les autres soldats, pour les fils et les filles oubliés, pour tous ceux qui se retrouvent seuls dans leur propre arène, se sentant invisibles. Mes doigts ont trouvé le clavier. J'ai tapé les premiers mots, on dit que la maison est là où est le cœur, mais il faut parfois partir pour retrouver son cœur. Voilà mon histoire, et j'ai choisi de la raconter car je sais que je ne suis pas la seule à avoir mené un combat en silence. Votre arène n'était peut-être pas une salle de bal, et vos détracteurs n'étaient peut-être pas votre famille,
mais nous avons tous nos propres luttes pour la reconnaissance. Votre histoire compte aussi. Si mon parcours vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez découvrir d'autres histoires de courage face à l'adversité, abonnez-vous à notre chaîne. Merci de votre écoute. Vous n'êtes pas seul.